Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc nous allons à nouveau parler du revenu de base en développant d'autres aspects que nous avons vus avec Alexandre. Donc là Aurélie va nous parler d'autres choses. Donc Aurélie, déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelle est ta mission dans le mouvement français pour le revenu de base ? Oui, donc depuis le mois de juillet, je suis coordinatrice internationale du mouvement. Donc ma mission, en fait, c'est de faire connaître les actions et l'actualité en France au niveau international, européen. Et donc, je suis en relation avec le réseau européen du revenu de base, UBI. Du coup, c'est aussi ma mission, c'est de faire connaître ce qui se passe en Europe et ailleurs, en France. Dans les missions que j'ai aussi, je suis sur des projets. Je suis par exemple sur un projet de proposition de revenu de base agricole au niveau européen. Donc c'est aussi des actions où je vais rentrer en contact avec divers acteurs et des eurodéputés pour essayer de voir comment on peut faire avancer la question au niveau européen. D'accord. Donc au niveau de cette mission que je trouve d'envergure assez importante, de quelle façon, parce que vous êtes tous bénévoles, de quelle façon est-ce que vous êtes accompagnés dans vos missions chacun ? On bénéficie déjà de l'expérience des personnes qui ont cofondé le mouvement, qui sont là depuis le début, notamment Stanislas Jourdan, qui connaît bien les questions européennes, et on est aussi appuyé par ceux du réseau européen qui peuvent en tout cas m'accompagner dans cette mission-là. Est-ce que tu peux du coup nous dire de quelle façon pourrait être mis en place le revenu de base ? Donc actuellement, les 3 versions les plus avancées proposées par des économistes, on a le Liber de Marc de Basquiat, qui est donc un revenu de base aux alentours de 460 €. Et l'objectif principal, c'est de simplifier le système socio-fiscal, de sortir du maquis des différentes aides sociales, dans le but aussi de ne plus contrôler les personnes, que ce ne soit pas intrusif pour la vie privée des gens. Ensuite, à l'autre extrême, on a Baptiste Milondo qui propose un revenu de base entre 900 et 1000 €. Et là, l'objectif, c'est de lutter contre les inégalités sociales. Et donc là, on est vraiment sur un revenu de base au-dessus du seuil de pauvreté, dans l'idée aussi de pouvoir refuser un emploi et valoriser toutes les formes de travail. Et puis, entre deux, on a des propositions qui sont plus basées sur peut-être partir du RSA et l'automatiser. Et donc, c'est un montant qui serait un peu au-dessus de 500 € et qui pourrait être complété aussi, dans tous les cas, par d'autres sources de financement, comme taxe sur le patrimoine, création monétaire, taxe carbone. Enfin, il y a pas mal de dispositifs possibles, mais là, il faut une volonté politique pour les mettre en place. Et donc là, l'objectif d'un revenu de base comme celui-là, ce serait déjà de régler le problème du taux de non-recours au RSA ou RSA activité. C'est 50% des personnes qui ont droit ne le demandent pas. Est-ce que tu pourrais préciser comment vous vous positionnez, le mouvement français pour le revenu de base, face à ces 3 différentes propositions ? Ouais. Donc nous, notre mouvement, on a un mouvement d'aidant énormément de personnes, et c'est un mouvement transpartisan. Donc il y a plein de personnes qui viennent avec une intention différente, avec une vision d'un modèle de société différent. En fait, ce qui nous réunit tous et qui nous permet de nous mettre d'accord, c'est une charte qui explique ce qu'est un revenu de base. Et peu importe le montant, la stratégie de mise en place, l'important c'est qu'elle respecte la charte, que ce soit inconditionnel, universel, etc. Et que ça ne me remette pas en cause la protection sociale. Donc ça permet en fait de laisser vivre plusieurs possibilités au sein du mouvement. On entend par protection sociale chômage, retraite, assurance maladie. Au niveau du financement, donc tu as parlé de quelques sources financières pour le revenu de base. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments qui pourraient alimenter les moyens nécessaires pour fournir un revenu de base à tous les Français ? Alors sur un plan technique, si on part sur un socle fiscal, c'est-à-dire qu'on va faire une réforme fiscale, il faut réformer par exemple l'impôt sur le revenu. Et si on fait si on individualise le revenu de base, en fait revenu universel, impôt universel. Donc si ça peut faire peur, le fait de dépenser beaucoup d'argent pour donner un revenu de base à tous les Français, il faut se rassurer du fait que tous les Français, au-dessus, tout ce qui percevront au-dessus de leur revenu de base,
rentrera dans une logique d'imposition. Donc, ce qui fait qu'à la fin, ça ne change pas beaucoup la situation. L'important, c'est de vérifier que dans les perdants ne soient pas les plus fragiles. Mais globalement, il faut que tout le monde contribue finalement. Et le revenu de base, il est vraiment donné à tous. C'est pour sortir de cette logique où on cible ceux qui méritent le plus, soit ceux qu'on pense les plus fragiles. En fait, on le donne à tous et on se concentre sur notre vie. Est-ce que tu peux maintenant nous parler des différentes réticences que vous rencontrez le plus souvent et de quelle façon vous y répondez ? Donc, souvent la réticence, c'est infinançable. Souvent, les personnes sont un peu convaincues, mais ça les retient un peu. Et comme on l'a vu, en fait, il y a plusieurs propositions. Il y a des économistes qui ont vraiment bien travaillé dessus. Enfin, c'est une question de volonté politique. Sachant aussi que les expérimentations qu'il y a déjà eu par le passé dans le monde, que ce soit dans les pays du Nord, les pays du Sud, donc au Canada, aux États-Unis, ou en Inde, au Brésil, en Namibie, ça améliore la santé des personnes, ça améliore le taux d'éducation. Finalement, ça améliore le bien-être des gens et ça les rend plus... ça les aide à s'inclure mieux dans la société, à se socialiser plus. Donc en fait, on a tout y gagné. Oui, donc il peut y avoir des économies qui se font si un revenu de base était instauré, du coup, avec les changements que ça peut opérer. Clairement, il faudrait faire des études d'impact pour avancer des chiffres plus précis, mais c'est à creuser. Alors l'autre réticence, c'est tout le monde va arrêter de travailler, la paresse. Est-ce qu'on fait vraiment rien ? Je pense qu'on est toujours actif. Il y a toujours des personnes il y a des personnes qui travaillent à plein temps, il y a des personnes qui travaillent à mi-temps, il y a des personnes qui sont engagées bénévolement. Si on fait l'addition de tout ça, on a quand même une très grande partie de la population qui travaille. Et le frein, pour moi, il est vraiment psychologique. Et c'est les Suisses qui nous l'ont montré pendant leur campagne pour le référendum suisse. C'est qu'ils posaient toujours cette question, si vous allez recevoir le revenu de base, est-ce que vous allez arrêter de travailler ? 70-80% répond non, je continue à travailler à plein temps. Une partie, 15%, va peut-être dire... oui, mais je vais travailler moins. Et puis, parmi ce qui reste, 5-10%, oui, je vais arrêter de travailler. Et puis après, pendant combien de temps ils vont dire ça ? Et puis, quand on pose la question, est-ce que vous pensez que votre voisin, lui, va arrêter de travailler ? Alors là, c'est 70%. Ah oui, oui, c'est sûr. Donc c'est toujours un peu pareil. Les autres, ils sont toujours pires que nous. Voilà. Oui, puis je crois qu'effectivement, l'individu, il a besoin de se sentir utile, actif. Quoi qu'on fasse, on agit, on fait des choses au quotidien. Même si des mères ou des pères au foyer, ils agissent, ils travaillent pour la société aussi. D'éduquer des enfants, c'est un boulot. L'air de rien, c'est une implication, c'est une contribution aussi. Il y a toutes sortes de personnes qui sont actives en dehors d'un emploi, mais qui effectivement contribuent à un fonctionnement de société, quoi qu'il arrive. Clairement, alors il y a déjà prendre soin les uns des autres, clairement les enfants, mais aussi, moi j'étais à Montréal cet été au Forum Social Mondial avec on était 6 bénévoles du MFRB et avec une équipe de Revenu de Base Québec, et on a fait un créaton, on a filmé des témoignages de personnes qui racontent l'histoire de quelqu'un qu'ils connaissent ou leur propre histoire, et en quoi le revenu de base aurait changé quelque chose. Et le témoignage qui m'a le plus marqué, c'est cette femme qui a dû partir, qui est une Française, qui a dû rentrer d'urgence dans son pays parce qu'elle avait un proche qui était en fin de vie. Et elle ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et elle disait qu'elle avait eu la chance de bénéficier d'une aide sociale pour avoir un revenu minimum. Mais ça lui a permis pendant 5 mois d'accompagner ce proche avant qu'il parte. Donc en fait, c'est une question aussi de... reconnaître qu'il y a des moments particuliers dans la vie, qu'il faut pouvoir s'aménager. Des enfants, je me lance dans l'entrepreneuriat, j'ai pas de parents en backup pour me soutenir, mais j'ai vraiment la foi. C'est un socle qui sécurise les personnes, le revenu de base. Et du coup, peut les rendre très créatifs aussi ? Très créatifs, ouais, clairement. Je pense qu'on est face à des défis incroyables. Et je pense que c'est vrai que les Français ont dit... ils se plaignent tout le temps, mais le pendant de la plainte, c'est la reconnaissance. Et c'est aussi, en fait, finalement, si dans le système tel qu'il est, on n'arrive pas à trouver sa place, avec un revenu de base, je peux, par exemple, je suis complètement atypique, je vais aller commencer sur un petit projet, je vais monter ma chaîne YouTube, ou je vais m'impliquer dans une asso, puis je vais me découvrir des talents. Et puis, au bout d'un moment, on trouve ça un peu sa voie.
Et quand on a besoin après de financement pour développer un projet ou faire plus, naturellement, de toute façon, on va avoir besoin de travailler ou se faire payer pour ses compétences. Donc, le revenu de base, ça sécurise, ça peut être un tremplin pour quelque chose de plus abouti comme type de projet. Donc là, tu commences un petit peu à répondre à cette question, mais est-ce qu'on peut aller plus loin sur en quoi ça transformerait la société, ce revenu de base ? Ça peut vraiment transformer tous les aspects d'une société, et même clairement, ça peut paraître étrange, mais l'urbanisme, si les gens, ils ont un revenu de base, que certains, tout le monde ne va pas le faire, mais certains travaillent un peu moins, ils auront peut-être envie de s'impliquer plus dans la vie citoyenne, peut-être au conseil de quartier. On va peut-être voir se développer encore plus à fond l'agriculture périurbaine. En fait, peut-être que les gens, ils auront besoin de plus d'espace pour se rencontrer, échanger, avoir citoyenneté. Donc, ça pourrait changer la face de la ville, en fait. Voilà, il faut vraiment se projeter très loin pour voir ça. Mais bon, très concrètement, pour moi, ça améliorerait quand même la santé mentale, les personnes un peu moins anxieuses. D'ailleurs, c'est l'approche au Canada, ils essaient de remettre sur le tapis le revenu de base et d'expérimenter, et pour eux, ils appellent ça un vaccin social. Donc, sous l'angle de la santé, sous l'angle de la transition écologique, ça va permettre peut-être de dynamiser beaucoup d'initiatives qui ont déjà lieu, mais bon, qui manquent toujours. En fait, dans le bénévolat, en France, je pense que j'ai pas de chiffres, mais c'est très, très, très actif. Et là, on soulèverait des montagnes, en fait. En libérant les potentiels des gens et en leur permettant de faire des choix de vie, d'organiser leur vie un peu plus largement. D'ailleurs, ce monde associatif, on voit aussi le nombre colossal de gens qui s'impliquent bénévolement. C'est aussi la démonstration que les gens sont très actifs, sont très contributeurs. En fait, ils ont envie. Ouais. Ils ont envie, mais souvent, ils savent pas comment s'y prendre. Ils connaissent pas forcément les initiatives qu'il y a. Et chacun pourrait aussi prendre plus de temps pour savoir en quoi il est bon, dans quoi il aime s'impliquer, et du coup être beaucoup plus en accord avec lui-même, chacun. Carrément. Et, c'est vrai que l'école, normalement, est censée nous aider à nous orienter, mais bon, après, moi, je suis d'une génération, j'ai énormément d'amis, on est extrêmement nombreux on est parti dans complètement autre chose. Et je pense que c'est à travers l'expérience qu'on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et aussi à travers le regard des autres qu'on peut savoir aussi qu'on a des talents, parce que parfois on ne se les reconnaît pas. Est-ce que tu peux nous dire maintenant quels sont les pays qui mettent le revenu de base en place ? Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut aller plus loin avec cette question ? Oui, donc il y a eu tous les pays où il y a eu des expérimentations, que ce soit en Inde, en Namibie, mais aussi aux États-Unis, au Canada il y a longtemps. Et puis il y a aussi le cas du Brésil qui, là, dans la Constitution, le revenu de base, mais ça n'a pas encore été mis en place. Et puis on a une association qui s'appelle Recivitas qui, elle, a fait 5 ans d'expérimentation dans un petit village et maintenant ils sont en train, depuis janvier 2016, de lancer un fonds de garantie. Ça s'appelle la Basic Income Startup pour donner des revenus de base à vie. Donc si le gouvernement ne le fait pas, en tout cas, eux, ils trouvent d'autres moyens pour le faire. Au Kenya, il va y avoir avec Give Directly un projet de revenu de base sur 10 ans versé par technologie, par téléphone en fait. En fait, ils ont tous des téléphones, donc voilà, ils vont pouvoir recevoir de l'argent directement. Et donc là, ça sera la plus longue expérimentation jamais essayée. Et puis en Europe, c'est extrêmement enthousiasmant ce qui se passe. Il y avait eu le référendum suisse, même si ça a été seulement 23% de oui, mais en fait, ça a permis en tout cas de lancer tout un débat en Europe. Ensuite, il y a eu le projet d'expérimentation en Finlande qui va se lancer. Aux Pays-Bas, au mois de janvier, il va y avoir 19 municipalités qui vont lancer leur projet d'expérimentation. Et en fait, on n'en serait pas là aujourd'hui en France avec un gouvernement qui est intéressé, le Sénat, le Parlement, mais aussi la société civile. On a aussi le projet d'expérimentation en Aquitaine, dirigé par Martina Alcorta, c'est un projet en plus très inclusif, très participatif. Et en fait, on a bénéficié, toute l'effervescence en Europe nous a permis d'en arriver là aujourd'hui. Toute l'Europe regarde ce qu'on fait et ça, voilà, on s'envoie beaucoup d'enthousiasme un peu partout. Ah ouais, donc ça se réveille drôlement autour de cette question-là.
Voilà, c'est ça. Et donc, on essaie d'échanger un peu nos pratiques, que ce soit sur les questions de méthodologie, d'expérimentation, parce que bon, c'est très important de faire attention. Il y a après, comment on mobilise les citoyens. Bon, après, chaque pays a ses spécificités, mais voilà, on fait beaucoup de partage d'expériences, beaucoup d'échanges, et en fait, on est en train de contribuer à un effet domino. Quel enseignement on peut tirer justement de toutes ces effervescences d'expérimentation? Est-ce qu'il y a des choses qu'on voit qu'on aimerait ne pas reproduire? Et quels sont les enseignements positifs qu'on peut en tirer? Alors, question d'expérimentation, en tout cas, qui ont déjà eu lieu, que ce soit en Namibie ou au Canada, clairement, amélioration de la santé, d'accès à l'éducation, baisse de la mortalité infantile, mais aussi plus d'émancipation, émancipation des femmes, plus d'activité économique. Donc en Namibie, il y avait eu plus de 300% des échanges économiques a augmenté, investissement dans le long terme. Donc en fait, ça permet cette sécurité qui a l'air de rien, même dans le cas du Brésil, où c'était vraiment très peu d'argent qui était donné, mais ça permettait de sauver des vies, ça permettait de rendre une maison salubre, qu'un jeune parte à la ville pour se former, et aussi de resocialiser aussi, se resocialiser quand on est exclu et qu'on n'a pas les moyens. Il peut y avoir tout ce qui est de la honte et tout ça. Là, en fait, on a tous son revenu de base, donc on a tous le droit d'être traités de la même manière. Et du coup, on peut observer aussi que donc la société civile initie beaucoup d'expérimentations alors. Et oui, et en France en plus, il y a aussi une loi qui permet de généraliser les expérimentations, comme avec l'expérimentation territoire zéro chômage d'ATD Carmonde. Donc en fait, c'est un peu la méthodologie aujourd'hui pour finalement on dit c'est long à bouger la politique et tout, mais en fait non, c'est extrêmement effervescent. Il y a plein d'initiatives, il y a de plus en plus en fait de connexions, de travail collaboratif entre les politiques, les gens de la société civile, les citoyens, les syndicats. Donc, voilà, en fait, je pense qu'on arrive à un moment où on va apprendre tous à travailler différemment et ça nous permettra d'être vachement plus résilients face aux changements constants du monde extérieur. Et puis j'ai l'impression que ça génère beaucoup d'interactivité entre les différents milieux actifs et d'arrêter d'attendre que tout vienne que de la politique finalement. Oui, c'est ça. Donc, à la fois, on a besoin d'être mieux écoutés, d'être un peu plus pris au sérieux. Et puis, je pense que les nouvelles technologies nous permettent vraiment de faire énormément. Nous, au MFRB, en fait, il n'y a pas de siège à Paris. Donc, tous les projets nationaux là, qu'on fait avancer, la mobilisation, tout ça, on fonctionne de manière décentralisée. On a des outils pour faire des audioconférences. On a un réseau social interne. Mais après, ça n'enlève pas le besoin de se voir physiquement. On fait des rencontres trimestrielles, en tout cas tous les trimestres, et on essaie maintenant de vraiment ouvrir à tout le monde, que ce soit un moment d'échange, de débat, puis un moment festif. Aurélie, maintenant, est-ce que tu peux nous parler des arguments les plus forts qui proviennent des sociologues, philosophes éventuellement, des approches philosophiques aussi, ou économistes? C'est de simplifier le système économique et sortir de la logique de contrôle qui est contre-productive, comme on a pu l'évoquer. Cette question du revenu de base, elle crée vraiment des débats vraiment très, très énergiques et ça permet de se reposer la question en fait du travail. Est-ce que travail égale emploi? Non, puisqu'il y a aussi des travailleurs indépendants, il y a aussi d'autres formes d'activité. Et peut-être se poser la question, est-ce qu'on est obligé encore aujourd'hui de rester dans cette idée du travail égale labeur, en fait, qu'il faut il faut gagner son pain à la sueur de son front. Enfin voilà, c'est des choses qui sont questionnées par des philosophes, des sociologues, et en plus avec l'automatisation, ça c'est aussi un argument de dire que il faut accompagner les évolutions du monde du travail, et ça détruit des emplois, mais on peut aussi le voir positivement dans le sens où des tâches vraiment rébarbatives et qui peuvent vraiment être prises en charge par des algorithmes ou des robots, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse s'en débarrasser pour se concentrer sur le vrai travail, là où être un être humain, c'est une valeur ajoutée et c'est irremplaçable. C'est aussi un pouvoir de négociation.
C'est donc déjà c'est la liberté au sens large d'émancipation, la liberté de choix, choisir sa vie, choisir son travail. Mais ça peut être aussi plus pragmatique et dire pendant les grèves, le revenu de base, il peut pas être retiré. Et voilà, ça ajoute un peu un pouvoir de négociation dans les rapports de force vis-à-vis du travail, quoi. Alors, si le gouvernement français mettait en place un revenu de base, comment on pourrait s'assurer qu'il le fasse de façon juste et équitable pour tout le monde ? Voilà, donc ça, c'est une des questions qui inquiète le plus les personnes, les organisations qui s'intéressent au revenu de base. Et déjà, je pense que voilà, le MFRB est en bonne position pour accompagner en tout cas toutes les personnes qui recherchent de l'information, qui cherchent à être orientées vers de l'expertise. Voilà, on essaie de se placer comme ça, et nous, on a notre charte qui doit être garante d'avoir un revenu de base qui bénéficie à tous, qui permet vraiment d'atteindre les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Voilà, donc on fait après, maintenant, voilà, le MFRB, c'est la société civile, et on n'est pas seul dans cette société civile, et aujourd'hui, de plus en plus, je pense qu'on a des preuves qu'on peut faire pression sur les politiques, on peut faire avancer les choses. Donc c'est à chacun, déjà individuellement, de s'emparer de la question, et puis aussi, au niveau de la société civile, de s'organiser pour accompagner au mieux cette transition. Toi, personnellement, quel message tu aurais envie de transmettre au public, à ceux qui sont plus ou moins informés sur le revenu de base et donc qui viennent de nous entendre ? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Bien, s'ils ont envie de s'impliquer, faire avancer l'idée, pas besoin d'un bac plus 12 pour le faire, qu'il y a de la place pour tout le monde, et que souvent, moi, j'étais référente du groupe local de Reims avant que je déménage. Et souvent, j'avais des personnes qui avaient vraiment envie de s'impliquer, mais ils me disaient « Ouais, mais moi, je sais rien faire, je vois pas comment je pourrais aider. » Et souvent, ouais, c'est plus du manque de confiance en soi qu'en vérité, si on a envie d'y aller, il y a de la place pour tout le monde. Et voilà, je vous invite tous à venir. Le revenu de base, cette question-là, en fait, c'est une belle opportunité de s'emparer d'une question qui nous concerne, de commencer à prendre sa place de citoyen, et de participer à cette société avec d'autres associations qui militent aussi pour les civic tech, tout ce qui va être plateforme de démocratie en ligne, toutes ces initiatives, les colibris, pour faire avancer les questions environnementales et de bien vivre ensemble. Enfin, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant la possibilité de faire avancer le monde, et on peut commencer dès demain, et c'est facile, et ça peut être marrant. On peut vraiment en profiter tous ensemble, voilà. Merci beaucoup pour ta contribution, pour toute cette énergie que tu fournis à cette création du monde de demain, ta contribution très forte. Merci beaucoup pour ce partage. Alors je vous dis à bientôt pour d'autres interviews, d'autres rencontres. Donc je rencontre bientôt Nicole aussi du Mouvement français pour un revenu de base pour aborder encore d'autres aspects de votre mouvement. Donc merci de votre attention, et puis n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo, vous avez plein de liens pour aller plus loin dans ce qu'on a pu aborder aujourd'hui, pour en savoir un petit peu plus. Voilà, merci, à bientôt. Merci.